Quand le porc-épic sent un danger, il dresse ses piquants. Si ça ne fonctionne pas, l'animal se met à siffler, à claquer des dents, à secouer ses piquants et à s'approcher de l'ennemi. Les prédateurs savent qu'il vaut mieux s'éloigner d'un porc-épic qui se défend et attendre un meilleur moment. Mais ils ne se rendent pas compte que quand le porc-épic est calme, il peut être encore plus dangereux. Vous avez entendu parler d'Aristote. Ce philosophe de la Grèce antique maîtrisait un grand nombre de sujets différents, dont la zoologie, et affirmait qu'il était dangereux d'approcher les porcs-épics. Il disait que ces animaux pouvaient lancer leurs fléchettes mortelles en forme d'aiguilles à de grandes distances. Je sais pas si ses contemporains écoutaient Aristote, mais il doit y avoir une raison pour laquelle on l'appelle le père de la zoologie, le père de la biologie, le père de la méthode scientifique. En bref, Aristote était un père très prolifique. Un homme qui possède tant de titres doit bien savoir une chose ou deux sur les porcs-épics. Mais la vie réelle s'est avérée légèrement différente de ce que le célèbre philosophe avait imaginé. Enfin, il est impossible de tout savoir, surtout quand on vit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote avait raison. Les porcs-épics peuvent vraiment lancer leurs piquants. Mais ils le font au hasard. Ils essaient pas de viser les ennemis. Comment vous voulez viser sur le côté? Ou avec le dos? Les porcs-épics ont des piquants presque partout sur le corps, et ils peuvent tous lui servir de protection. Lorsque le porc-épic sent un danger, il redresse ses projectiles, se tortille et secoue la queue. En faisant ça, certains des piquants les plus vieux, dont l'animal était prêt à se débarrasser, peuvent se déloger et s'envoler dans toutes les directions. Que les piquants s'enfoncent dans l'ennemi ou pas est une question de chance. Mais comme les Grecs anciens avaient déjà remarqué que ça pouvait arriver, on peut se demander pourquoi les prédateurs continuent à chasser les porcs-épics si c'est si dangereux. Et je parle pas des humains, nous on aime prendre des risques. Vous savez, faire du parachute, manger dans un resto routier douteux, et les lions. Eh bien, disons que les lions adorent manger. Difficile de leur en vouloir. Dans la nature, la nourriture est synonyme de survie, et quand les proies habituelles font défaut, par exemple en cas de sécheresse, les lions doivent chercher d'autres solutions. Parfois, ils se mettent à chasser les humains, d'autres fois, ils attaquent les porcs-épics. Des études ont montré que dans les zones peu pluvieuses, les porcs-épics représentent en moyenne 28% du régime alimentaire des grands félins, alors que dans les zones plus humides, ils constituent généralement moins de 4% de leur menu. Dans l'ensemble, c'est pas l'aliment préféré des lions. Trop dangereux. Personne n'a envie de se retirer des piquants du visage et de risquer sa vie au lieu de manger de l'antilope. Enfin, essayez d'expliquer ça à de jeunes lions. Ils ont tendance à attaquer un porc-épic même s'il y a d'autres proies. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait à se promener ici, lui? N'y va pas, Steve! Tu te souviens de ce que ton père a dit? Allez, détends-toi, ça va bien se passer. Comment se finissent ces rencontres? Dans la plupart des cas, mal. D'après les scientifiques qui ont recueilli des données sur les interactions entre les lions et les porcs-épics, pour 40 cas où les lions ont été gravement blessés, il y a 10 autres cas où ils ont été tués sur le coup. Ça peut se produire quand les piquants percent le cœur ou les grosses artères. Mais quand on regarde le porc-épic, il ressemble pas à un tueur de sang-froid. Il ressemble plus à un drôle de castor avec des piquants. Même si le piquant ne touche pas un organe vital, il peut quand même tuer l'animal. Pas parce que les porcs-épics sont recouverts d'une sorte de poison, heureusement la nature n'y a pas pensé. Mais ils sont pas non plus stériles, ce qui signifie qu'une fois dans le corps, le piquant peut causer une infection ou transmettre une maladie dont le porc-épic est porteur, comme la rage. De plus, les piquants ont l'étrange habitude de se déplacer dans le corps, et à une vitesse assez élevée, 2 à 3 cm par jour. Bien sûr, je dis pas qu'un piquant qui s'enfonce dans une patte arrière peut ressortir par l'oreille, mais il peut très bien s'enfoncer si profondément qu'il devient impossible de le retirer. Attendez une minute. Chaque fois que j'aperçois ce dangereux animal, je me demande toujours pourquoi les piquants ne blessent pas le porc-épic. Ils sont longs, résistants, tombent sans arrêt, ce qui signifie qu'ils peuvent facilement se replanter dans leur propriétaire. En plus, les porcs-épics tombent assez souvent des arbres, alors pourquoi ils n'ont pas disparu à force de se mutiler par accident? Ça peut sembler fou, mais pour le porc-épic, les piquants ont des propriétés antibiotiques. Ils semblent être enrobés d'acides gras libres qui ont cet effet. Ainsi, même si un porc-épic est blessé, il évitera facilement l'infection. En fait, cet animal porte sur son dos une trousse de premiers secours complète, et les médicaments nécessaires sont auto-injectés. Pratique.
Mais revenons-en au lion. Imaginez que le piquant est fini dans le corps du lion. Est-il possible de le faire sortir? Si on parlait d'un chien, le propriétaire l'emmènerait tout simplement chez le vétérinaire, qui dispose de sédatifs, d'instruments spéciaux et de friandises réconfortantes. Mais que peut faire un animal sauvage? Il peut seulement espérer que certains de ses proches vont l'aider. Si c'est pas un lion solitaire, un membre de la troupe le débarrassera des piquants. Bien que cette procédure ne soit pas agréable. Tire pas tout de suite, ok? À 3, d'accord? Comme tu veux. 3! Une fois les piquants retirés, il est temps de soigner les plaies. À moins d'être un humain ou un porc-épic, on n'a pas accès à une trousse de premier secours, on doit donc se débrouiller seul. Lécher la partie blessée. C'est un réflexe instinctif, et vous l'avez probablement fait vous aussi. Mais c'est pas seulement un instinct que la nature nous a donné, la salive est vraiment utile. Elle contient une protéine et un mélange de phospholipides qui accélèrent la coagulation du sang et en même temps attaque les bactéries et assure une protection contre les infections. Bon, il y a toujours un risque de transmission bactérienne de la bouche à la plaie. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que la salive peut être utilisée à des fins médicales? Eh bien, je vous le conseille pas. Lécher vite fait une égratignure sur son doigt, c'est une chose, mais c'en est une autre d'utiliser la salive à la place d'un médicament. Pourtant, dans la Grèce antique, les gens étaient plus négligents et utilisaient même des chiens pour des rituels de guérison. Asclépios, le dieu de la médecine, était souvent représenté avec un chien, et ces animaux vivaient donc souvent dans les asclépions, les sanctuaires de guérison. Mais ils passaient pas leur temps à rapporter des bâtons. Les chiens participaient au rituel et au processus de guérison. Ils léchaient les plaies des patients. Je suis très sérieux. Ok, léchez votre main droite 3 fois par jour pendant 1 semaine, puis revenez me voir. Je peux voir un autre docteur? Est-ce que ce traitement était utile? Peut-être. En tout cas, si vous laissez votre animal lécher les parties blessées de votre peau, le risque d'attraper une infection à cause du chien est bien plus élevé que si vous ne le laissez pas faire. Même si c'est un chien du sanctuaire d'Asclépios, même s'il a un diplôme de médecine. Vous avez donc sans doute déjà compris qu'il vaut mieux pas déranger les porc-épics, et encore moins les embêter. Pourtant, il y a un moment où même le porc-épic le plus calme et le plus heureux peut être mortellement dangereux. C'est la période de mue active. Ça se passe en général à la fin du mois de mai. Imaginez, les piquants sont déjà assez lâches, alors quand l'animal s'apprête à se débarrasser du sous-poil d'hiver, il ressemble à une grenade dégoupillée. La bonne nouvelle, c'est que les porc-épics sont lents et font peu de mouvements brusques. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils se tortillent souvent pendant la période de mue, et on connaît la suite. Encore! Ah! Attendez, si les piquants sont si lâches, ça veut dire que le porc-épic peut tous les perdre? Eh bien, il va devoir faire un gros effort pour ça. Les chercheurs estiment que cet animal possède plus de 30 000 piquants et ça prendrait beaucoup de temps de se débarrasser de la totalité. En plus, il lui pousse de nouveaux piquants à une vitesse folle. Prenons les cheveux humains pour comparer. En moyenne, ils poussent de 0,05 cm par jour. Les piquants du porc-épic poussent environ 2 fois plus vite et ils poussent et tombent de manière irrégulière. En clair, ils lancent les piquants les plus longs, qui sont immédiatement remplacés par de nouveaux piquants, tandis que les piquants de longueur moyenne continuent de pousser. Bon, vous avez compris l'idée. Je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir peur que l'animal perde son moyen de défense. Mais pourquoi les piquants sont si pointus? Comparés aux piquants de hérisson, ce sont d'énormes lances mortelles qu'il est impossible d'arracher sans ressentir une gêne. En fait, les piquants de porc-épic sont des poils très durs. Ils sont aussi constitués de kératine, une protéine qui compose nos cheveux, mais dans le cas des porc-épics, elle est améliorée en quelque sorte. Si vous avez déjà vu un cheveu humain au microscope, vous savez qu'il est couvert d'écailles. Les piquants de porc-épic sont similaires, mais ils ont plutôt des barbillons orientés vers l'arrière. Ils sont positionnés de telle sorte que les piquants peuvent facilement percer la peau, mais sont très difficiles à retirer. Ça explique pourquoi les chiens ont besoin de l'aide d'un vétérinaire après s'être trop approchés d'un porc-épic. L'évolution a littéralement armé les porc-épics de l'arme parfaite à la fois en mêlée et à distance. Et si c'était pas les gobelins qui avaient tué les nains de la Moria? Des porc-épics! En fait, il y a une part de vérité dans tout ça. Quand les humains se servaient encore de flèches comme armes, ils ont appris à fabriquer 2 types de pointes de flèches. Les premières étaient simples pour pouvoir percer l'armure sans ralentir pendant le vol. Les secondes avaient des ailerons. Vous en voyez tous les jours, c'est à ça que ressemble le curseur d'une souris. Mais peu de gens se demandent quel était le but de ces ailerons. Ils fonctionnaient exactement comme les barbillons des piquants de porc-épic, rendant impossible l'extraction de la flèche de la personne blessée. Enfin, avec le temps, les gens ont appris à faire face à de tels problèmes. Mais c'est une histoire pour une autre fois. À plus!